Bonjour, je suis Cédric Lemoyne, je suis professeur de psychiatrie à l'Université de Paris et je suis responsable d'une unité de psychiatrie de liaison à l'hôpital européen Georges Pompidou, à la PHP. Je vais parler aujourd'hui pour les conférences fondamentales des liens qui existent entre les troubles mentaux et la santé physique, et notamment des causes qui expliquent la surmortalité des personnes atteintes de maladies mentales et des solutions que l'on pourrait apporter à ce problème de santé publique. Merci pour cette invitation. Je suis très honoré de pouvoir être là et d'aborder avec vous ce sujet, qui est un sujet avant tout d'abord de préoccupation clinique, vous l'avez compris, puisque je m'occupe d'une unité de psychiatrie de liaison qui est donc dédiée à la prise en charge psychiatrique des patients hospitalisés pour d'autres motifs, en l'occurrence à l'hôpital européen Georges Pompidou, mais dans les ambitions de la psychiatrie de liaison, et bien sûr la santé mentale, les soins apportés auprès des patients qui souffrent de troubles mentaux, mais aussi avoir le souci de soins somatiques optimaux. Et on sait, et on va voir peut-être dans les minutes qui viennent, que ces soins somatiques ne sont pas toujours au niveau des standards auxquels on pourrait les attendre en l'absence de maladies mentales. Je n'ai pas véritablement de conflit d'intérêt en ce qui concerne cette présentation, mais des liens avec quelques laboratoires que j'ai listés ici. Le point de départ que vous connaissez tous, c'est un constat qui a été fait depuis maintenant 10-15 ans, mais qui s'est répété et dont on a pu montrer qu'il était relativement tenace, c'est celui d'une différence d'espérance de vie entre les personnes qui souffrent d'un trouble mental et puis la population générale. Une différence d'espérance de vie dont la médiane est estimée à peu près à 15 ans, et quelque chose qui est assez stable, voire qui a tendance à augmenter ces dernières années. Un point qui a été rapidement soulevé et puis rapidement mis en évidence, c'est que cette surmortalité, qui explique donc une espérance de vie diminuée, cette surmortalité est avant tout attribuable à des causes dites naturelles. Alors c'est vrai que si on regarde l'augmentation du risque de suicide, évidemment l'augmentation du risque de suicide est très nettement supérieure à celle de la mortalité de causes naturelles. Mais en chiffres absolus, cette surmortalité est bien dans la majorité liée à des causes dites naturelles, causes cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires, etc. Sans véritable spécificité vis-à-vis d'une pathologie. Mais clairement, cette surmortalité ne s'explique pas par une mortalité dite de cause externe, soit suicide, soit mort violente. Un point, il y a plusieurs travaux qui l'ont suggéré, mais ça c'est l'étude la plus récente à ma connaissance, concerne l'accentuation de cette distance, cet écart d'espérance de vie entre la population générale et les personnes souffrant de troubles mentaux. Et ce qu'il faut souligner, c'est que l'espérance de vie des personnes souffrant de troubles mentaux s'améliore. Leur mortalité diminue. Mais cette mortalité diminue moins vite qu'elle ne diminue dans la population générale. Ce qui donne déjà peut-être des indices sur les causes qui pourraient expliquer cet écart. Peut-être que ce qui profite à la population générale, en tout cas à l'espérance de vie de la population générale, profite un peu moins, voire beaucoup moins, à ces patients. Donc là, ce sont des données britanniques qui suggèrent que la mortalité des patients des personnes qui souffrent de troubles mentaux, ça marche, ouais, a tendance à diminuer, mais elle diminue légèrement moins vite sur ces 2000 à 2015, moins vite que celle de la population générale, et donc l'écart a tendance à s'accentuer sur ces 10 dernières années. Il y avait déjà les mêmes données depuis une trentaine d'années. Quid de la France ? La France se situe à l'exacte médiane de la méta-analyse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, ce sont les données publiées il y a 2 ans sur c'est pas réellement l'espérance de vie, c'est la moyenne des âges au décès de la population française entre 2000 et 2013, donc 72 ans chez les hommes et 80 ans chez les femmes. Et vous voyez que chez les personnes qui souffrent de schizophrénie, on est à 56 ans chez les hommes et 67-68 chez les femmes. Donc on a bien cette réduction entre 13 et 16 ans, qui est en France vraiment tout à fait sur les chiffres médians de la méta-analyse qui a été fait au niveau mondial. Et là aussi, les chiffres issus de ce travail suggère que cette surmortalité est d'abord liée aux grandes causes de mortalité observées dans la population générale et assez peu à la surmortalité par suicide ou par mort violente. Donc la question se pose d'essayer d'expliquer, de comprendre quels sont les mécanismes qui expliquent ces liens entre troubles mentaux d'une part, troubles psychiques, c'est parce que j'ai un peu fréquenté l'UNAFAM ces derniers temps, mais troubles mentaux et troubles psychiques pour moi ici seront synonymes, au moins pour cette présentation. Comprendre ces mécanismes, c'est bien sûr se donner les moyens d'imaginer des pistes d'intervention pour réduire cette surmortalité qui peut apparaître à bien des égards comme un véritable scandale.
Il faut se poser la question, bien sûr, de facteurs confondants qui pourraient expliquer cette association, donc des facteurs qui sont à la fois, si l'on simplifie, des facteurs de risque de troubles mentaux et des facteurs de risque de mortalité de cause somatique. On peut en imaginer plusieurs. Une vulnérabilité génétique partagée, ça a pu être montré par exemple entre les troubles de l'humeur et puis la maladie coronarienne. Des facteurs environnementaux partagés, ou leurs combinaisons, leurs interactions. Des facteurs biologiques plus spécifiques, la dysimmunité peut favoriser l'émergence, c'est pas ici que je vais me permettre de me lancer plus avant sur ce sujet, l'émergence de troubles mentaux et également, de par les effets notamment sur l'immunité innée et l'inflammation, la mortalité cardiovasculaire. Qui dit qu'un facteur confondant dit absence de relation causale entre les troubles mentaux et mortalité naturelle, mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas des pistes d'action très précises qui pourraient, peut-être pas pour les facteurs génétiques à court terme, mais améliorer cette situation. Ce sera encore plus le cas avec les facteurs médiateurs. Les facteurs médiateurs, ce sont des facteurs dont la probabilité augmente, voire qui sont carrément causés par la maladie mentale. J'ai mis ici position socio-économique. Alors dans le cadre des troubles mentaux les plus sévères, on sait qu'il y a un impact de cette morbidité psychiatrique sur la situation socio-économique, bien que ce soit également un facteur de risque. Les comportements de santé, qu'il s'agisse de la consommation de toxiques ou des comportements qui peuvent être préventifs sur l'activité physique, l'alimentation, etc. Les psychotropes, j'en dirais un petit mot, puisque bien sûr, les psychotropes peuvent être pourvoyeurs de syndromes métaboliques qui peuvent concourir à cette surmortalité cardiovasculaire. Là où je nuancerais peut-être le propos, c'est peut-être le seul endroit où les conflits d'intérêts pourraient exister, c'est que malgré tout, la résultante semble être, au moins pour des doses légères à modérées, une amélioration de la mortalité. C'est-à-dire qu'il faut d'abord prendre en charge la maladie mentale sévère pour mieux prévenir la mortalité physique, et puis ensuite il y a certainement plein d'autres choses à faire. Et donc l'induction de certains facteurs de risque, le syndrome métabolique, mais aussi peut-être la présence d'autres anomalies physiopathologiques qui peuvent être présentes en cas de troubles mentaux et concourir à cette mortalité de cause naturelle. Je citerai simplement les syndromes dysautonomiques et puis l'inflammation. Un point que je voulais soulever, alors ça illustre aussi un des travaux que j'avais pu mener grâce au professeur Consoli pour la première fois dans cette thématique. Ce travail permet d'illustrer que le niveau de protection sociale ne suffit pas à lui seul à expliquer cette surmortalité. Ici, on est dans la cohorte gazelle. Gazelle, ça vient de gaz électricité. Donc, c'est des gens qui sont des employés de l'ex-EDF-GDF. En termes de protection sociale et médicale, on ne peut pas rêver mieux. D'ailleurs, ça n'existe plus. Je ne sais pas si ça existera à nouveau un jour, mais en tout cas, c'était réellement optimal dans cette population, qui est en plus une population de travailleurs. Donc, on peut imaginer que les gens qui avaient des troubles mentaux sévères avaient peut-être des troubles mentaux moins sévères qu'en population générale. Dans cette population, tout à fait comme dans la population générale, on observait une surmortalité des personnes ayant des troubles mentaux sévères, certes de fait de suicide, mais également du fait de causes naturelles, et notamment cardiovasculaires. Donc un niveau de protection sociale et médicale optimal, y compris proactif dans cette cohorte, ne suffit pas, en plus ils sont volontaires pour participer à une cohorte, ne suffit pas à protéger ces patients souffrant de troubles mentaux de la surmortalité. Un point que j'évoquais à l'instant, la question des psychotropes. Bien évidemment, un certain nombre de psychotropes, en particulier les antipsychotiques, et certains antipsychotiques, donc inducteurs de syndrome métabolique, et donc augmentent la mortalité cardiovasculaire. Mais quand on regarde sur des données de registre, qui ne sont pas des données interventionnelles, mais qui permettent d'avoir des indications, on constate que cette surmortalité, si on prend que la mortalité cardiovasculaire, je pense que le pointeur est en fin de vie, eh bien, elle est équivalente dans la population qui reçoit de fortes doses d'antipsychotiques à celle qu'on observe dans la population qui n'en reçoit aucun. Et cette mortalité cardiovasculaire chute dans la population des patients qui reçoivent des doses légères à modérées. Donc, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bien sûr, si ces produits étaient moins cardiotoxiques ou toxiques sur le point de vue cardiométabolique, ce serait encore mieux. Mais il y a un bénéfice à traiter la maladie mentale, vraisemblablement pour atténuer la mortalité, et notamment la mortalité cardiovasculaire. Les facteurs de risque. Évidemment, c'est un gros sujet. Les facteurs de risque cardiovasculaire classiques, ceux qui ont été identifiés il y a fort longtemps dans la cohorte de Framingham, qui était une cohorte ultra biaisée. Actuellement, je ne sais pas si on pourrait la publier tellement elle est biaisée, mais quand même, on peut tirer des enseignements de cohorte ultra biaisée parfois. Ces facteurs de risque classiques sont extrêmement prévalents
dans la population souffrant de troubles mentaux. Ici, les personnes atteintes de schizophrénie, on voit les chiffres moyens de tabagisme, pour le tabagisme, les dyslipidémies, diabète, hypertension artérielle et obésité, avec une surreprésentation de ces facteurs de risque par rapport à la population générale. Et parmi les personnes les plus à risque, c'est le tabagisme qui l'emporte loin devant les autres facteurs de risque. Néanmoins, et ça ce sont des données, c'est un exemple ici, quand on utilise une équation de risque, comme une équation comme celle de Framingham adaptée, pour calculer le risque théorique qui est conféré par la présence de ces facteurs de risque, on retrouve toujours un surrisque chez les personnes atteintes de schizophrénie par rapport au contrôle. Vous avez ici les hommes et là les femmes, puis des tranches d'âge, du plus jeune au plus vieux. À chaque fois, quand on regarde le risque chez les personnes atteintes de schizophrénie et les contrôles, il est toujours supérieur, mais il est très légèrement supérieur à ce que l'on observe dans la vraie vie. C'est-à-dire le risque estimé basé sur la présence des facteurs de risque, il sous-estime le surrisque réel observé en population générale. Et donc il faut imaginer d'autres mécanismes que cette plus grande prévalence des facteurs de risque classiques pour expliquer cette surmortalité, en l'occurrence cardiovasculaire. Autre mécanisme, ça peut être des anomalies physiopathologiques qui sont présentes chez les personnes atteintes de troubles mentaux, en l'occurrence ici schizophrénie, mais vous auriez des données similaires dans les troubles de l'humeur, et qui pourraient être des facteurs de risque de mortalité, en l'occurrence ici cardiovasculaire, puisqu'il s'agit d'anomalies de la balance sympatho-vagale, qu'on peut mesurer de diverses façons, et on sait que cette balance sympatho-vagale est altérée dans la plupart des troubles mentaux, et de façon relativement seulement, je vous montrerai des données après, indépendantes des traitements psychotropes. Or, c'est dans la population générale un facteur de risque indépendant de mortalité cardiovasculaire. L'autre grande piste, qui a été beaucoup explorée et qui l'est toujours, sur ces liens entre maladie mentale et mortalité cardiovasculaire, c'est celle de l'inflammation, qui est présente dans les deux cas, dont on sait qu'elle est un facteur de risque cardiovasculaire. L'inflammation, on parle d'une inflammation de bas grade et chronique, qu'elle est un facteur de risque cardiovasculaire relativement indépendant en population générale. Et puis, je cite là ce papier, puisque relativement récemment, il y a 2 ans, on a eu pour la première fois dans une seule et même étude l'ensemble des éléments de l'hypothèse qui ont été testés dans la même population. Il s'agissait d'une population de quelques centaines d'individus dans lequel on a mesuré l'activité du système limbique, en l'occurrence de l'amygdale cérébrale, et on a pu corréler ce niveau d'activité à l'activité inflammatoire au niveau de la moelle osseuse, notamment impliquée dans la genèse de cellules pro-inflammatoires, en tout cas la différenciation des monocytes, mais également l'activité inflammatoire spécifique au niveau des artères coronariennes. Et non seulement ça a pu être fait avec des analyses de médiation montrant que dans cette activation inflammatoire, l'activation du système nerveux autonome avait un rôle à jouer, mais en plus ça a pu être corrélé secondairement au suivi de cette cohorte et à la survenue effective d'événements cardiovasculaires. D'où la publication dans le Lancet, évidemment, avec dans une sous-population un lien avec le stress perçu. Donc là, on n'est plus dans la maladie mentale, on est dans le stress perçu, et ces personnes étaient indemnes de maladies mentales sévères, mais on voit qu'il peut exister des liens physiopathologiques directs unissant l'exposition au stress aux mécanismes élémentaires, c'est-à-dire l'inflammation au sein de la plaque athéromateuse, au sein des artères, des mécanismes élémentaires de maladies cardiovasculaires. Sachant que bien sûr le stress est un facteur majeur pour les troubles mentaux et que ces troubles mentaux génèrent eux-mêmes du stress. Ce qui m'amène à introduire un autre grand trouble mental qui est la dépression. Et là il y a une littérature très abondante également sur les liens entre dépression et maladie coronarienne. Là je cite une revue ne portant que sur les méta-analyses, c'est même plus une revue sur les études, c'est une revue sur les méta-analyses. On montre que ce risque, quand on tient compte des autres facteurs de risque classiques, donc ce risque conféré par la présence ou associé à la présence d'une comorbidité dépressive, va de 30 à 100%, ça peut aller jusqu'à un doublement du risque de présenter un premier événement coronarien lorsque l'on a des symptômes dépressifs. Récemment, et je pense que ce sont des données qui sont importantes pour la littérature actuelle, on a pu montrer, et d'autres équipes l'ont fait, là c'était dans la cohorte Gazelle, mais ça a été fait par d'autres équipes dans d'autres cohortes, que ce risque n'était pas équivalent en fonction du statut socio-économique, de la position socio-économique. Souvent, cette position socio-économique est prise en compte dans les modèles statistiques comme un facteur d'ajustement, et quand on l'utilise comme un facteur de stratification, c'est-à-dire on regarde l'association de la dépression avec le risque cardiovasculaire chez les personnes ayant un statut défavorable, moyen ou favorable,
Ici, on constate, comme d'autres équipes l'ont fait, qu'il y a une interaction entre ces facteurs dits psychosociaux, qui sont parfois mis dans le même sac. La dépression est d'autant plus associée au risque cardiovasculaire qu'elle est présente chez les personnes ayant un statut socio-économique défavorable. Avec des mécanismes qui, là aussi, font appel au lien entre des éléments non spécifiques de la maladie mentale, parfois non pathologiques, notamment par exemple ici le stress perçu, et le développement de l'athéromatose. Ça, ce sont des données transversales dans lesquelles on avait recueilli au sein de la cohorte EPP3, c'est une cohorte d'un peu plus de 5000 sujets, dans laquelle on a pu regarder l'association entre le stress perçu et l'athérome non clinique. Les gens ne savent pas qu'ils ont une place d'athérome au moment où ils remplissent l'échelle de stress, et on a pu montrer qu'il y avait une association positive nette chez les personnes qui étaient face à un niveau d'adversité sociale important, soit à une catégorie socio-professionnelle défavorisée, soit le fait d'être au chômage, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle. Même chose, retour à cet article, une revue de méta-analyse. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de l'association entre dépression et risque de maladie coronarienne, mais de l'association entre dépression et pronostic de la maladie coronarienne. Et là, on constate que les chiffres sont encore plus impressionnants, puisque la présence d'un syndrome dépressif chez un patient atteint de maladie coronarienne est associée à un quasi-doublement du risque de refaire un événement coronarien, qui soit fatal ou non. Ce qui a donné lieu à ce statement de l'American Heart Association, qui nous dit, attention, tenez-vous bien, que la dépression doit être élevée au statut de facteur de risque cardiovasculaire. Donc la dépression, c'est enfin quelque chose. Je plaisante un petit peu, mais quand même, il a fallu attendre très longtemps pour que la dépression soit reconnue comme un facteur de risque et pouvant justifier éventuellement d'études visant à traiter la dépression pour améliorer le pronostic cardiovasculaire. Ça avait été fait depuis très longtemps pour le diabète, alors que les preuves que le traitement du diabète améliore le pronostic cardiovasculaire sont très faibles. Donc, il y a peut-être une discrimination comme ça entre dépression et diabète qui était assez étonnante. En tout cas, depuis 2014, ça fait partie de ces recommandations, de façon peut-être un peu étonnante, en fait, parce qu'il y a eu plusieurs grandes tentatives pour essayer d'améliorer le pronostic cardiovasculaire en traitant la dépression des patients coronariens. Il y a eu SAD-HART, qui était une étude de faisabilité, qui a au moins montré que la sertraline, ça ne faisait pas grand mal à ces patients, mais sur le critère de jugement principal, ce n'était pas significatif, même s'il y avait une mortalité significativement plus élevée pour ceux qui ne répondaient pas au traitement antidépresseur. A suivi une étude de beaucoup plus grande ampleur, Enriched, qui, elle, a montré qu'on pouvait soigner la dépression de ces patients avec une combinaison ISRS et TCC, mais que ça n'avait pas d'effet sur le pronostic. Il n'y a que les analyses post-hoc qui étaient positives. Et puis ensuite, d'autres études plus décevantes encore. Donc en dépit de cette association forte et souvent répliquée entre dépression et pronostic cardiovasculaire, le fait de traiter la dépression, voire d'améliorer la dépression, ne parvenait pas à infléchir ce pronostic. La question, c'est la dépression est-elle la bonne cible? Je reviens à mon histoire de troubles psychiques versus troubles mentaux, même si ce n'est pas très clair. Finalement, ce qui a montré la plus grande efficacité, ce n'est pas de s'intéresser spécifiquement aux patients déprimés chez les patients coronariens, c'est de proposer des interventions psychologiques, par exemple de gestion du stress, à tous les patients coronariens, quelle que soit la présence ou pas d'une dépression au sens des psychiatres. Et ce type d'interventions psychologiques, qui sont souvent associées au programme de réhabilitation cardiaque, ils font bien d'autres choses que ça en général, les patients, a montré un effet sur la mortalité totale et notamment sur la mortalité cardiaque. Donc là, on se décentre un peu d'une nosographie psychiatrique et on se dit, le processus que j'en vais cibler, c'est cette exposition au stress, la réponse au stress. Et en ayant une approche psychologique sur ce processus, on observe une amélioration sur la mortalité cardiovasculaire. Néanmoins, et je le signale, puisque c'est assez rare dans le domaine, il y a un papier qui va peut-être faire changer un peu les lignes, qui est paru dans JAMA en 2019, qui est une analyse. Alors c'est un peu curieux parce que le critère primaire dans cette étude, c'était effectivement la mortalité à long terme. Mais ils ont d'abord publié le critère initial qui était d'améliorer la dépression des patients coronariens. Donc, traitement de la dépression de patients coronariens, escitalopram versus placebo. Peut-être que désormais on n'aurait pas choisi ce médicament en première intention dans cette population, mais vous voyez les critères intermédiaires de dangerosité comme l'allongement du QT, dans la vraie vie, ça fait peut-être pas tout. Donc initialement, il n'y avait pas de différence, et pendant quelques années, pas de différence entre ces deux groupes, mais à distance,
faudra que ça soit répliqué, il y a une différence de mortalité, et de mortalité notamment, ou de mortalité, bimortalité cardiovasculaire, plus exactement de risque de survenue de nouvel événement coronarien, qu'il soit fatal ou non fatal, qui est diminué dans le groupe qui a bénéficié initialement du traitement par escitalopram. Donc, de nouveau, de quoi alimenter l'idée qu'on pourrait éventuellement agir sur cette dépression. Comment on peut comprendre cette apparente discordance entre les études? Un point qui est important, c'est que dans la physiopathologie de la maladie coronarienne, ce qui aboutit au décès peut relever de deux grandes voies. D'une part, la progression de la maladie athérosclérotique, qui est un processus essentiellement inflammatoire. D'autre part, le déclenchement d'accidents aigus, et notamment d'un trouble du rythme qui va amener au décès. Et il est possible tout à fait que les antidépresseurs aient un effet sur l'un de ces processus et pas sur l'autre, voire un effet délétère sur l'un et positif sur l'autre. Si on regarde ce qui est compatible avec le fait qu'il n'y ait pas d'effet protecteur à court terme, un effet protecteur à long terme, ce serait que les antidépresseurs n'aient pas d'effet salvateur sur les processus qui mènent à un décès à court terme, qui sont en général l'induction d'un trouble du rythme par l'ischémie, mais qu'ils aient un effet protecteur à plus long terme, pourquoi pas par la freination de la progression de la maladie inflammatoire des artères. Et quand on a regardé dans cette cohorte, qui est la même dont je vous parlais tout à l'heure, EPP3, l'association entre un traitement antidépresseur, la dépression et les anomalies sympathovagales dont je vous parlais tout à l'heure dans la schizophrénie, on a observé qu'en fait, ce qui était associé aux anomalies sympathovagales, c'était la prescription d'un antidépresseur et pas la dépression. Donc peut-être que ce qu'on apporte aux patients par la prescription d'antidépresseurs, bien sûr, c'est, on le souhaite, la rémission du syndrome dépressif. C'est possiblement, ce que suggère l'étude qu'il faudra répliquer de Kim et collaborateurs dans le JAMA, possiblement, pourquoi pas une amélioration de la santé cardiovasculaire à long terme, mais à court terme, il est possible que ce bénéfice soit malheureusement atténué, voire inversé par, pourquoi pas, une atteinte de la balance sympathovagale. Si on revient au comportement de santé, à comportement de santé égal, c'est pas la même chose d'être déprimé, pas de déprimé, puisque on sait par exemple que pour le sevrage du tabac, c'est un mystère pour aucun clinicien ici je pense, la présence d'une dépression est associée à plus de difficultés pour se sevrer du tabac, plus de difficultés pour que ce sevrage soit à long terme. Là aussi, il y a énormément d'études qui le suggèrent. Donc peut-être que quand on dit à facteur de risque équivalent, la dépression est un facteur de risque, c'est un petit peu trop simpliste, puisque précisément le poids du tabac n'est pas le même chez un patient déprimé et chez un patient non déprimé, en termes de durée d'exposition. Et puis dans un sens plus positif, quand il s'agit de mettre en œuvre un nouveau comportement, en particulier l'observance médicamenteuse, eh bien la dépression est aussi associée à plus de difficultés vis-à-vis de l'adhésion au protocole thérapeutique. Et là, ce sont des données dans un autre domaine, qui est celui des traitements oraux du cancer du sein. Pourquoi j'ai pris cet exemple ? Eh bien parce que c'est un peu nouveau dans le domaine de l'oncologie. De plus en plus de traitements reposent sur une prise en charge ambulatoire et des traitements oraux. Et l'enjeu pour l'observance est plus important pour les traitements oraux que quand il s'agit d'avoir une chimiothérapie IV ou une radiothérapie. Là, on est chez soi tout seul avec ses comprimés. Il s'agit comme dans beaucoup de maladies chroniques, de les prendre ou de ne pas les prendre. Donc il est possible que la dépression ait plus d'effets désormais dans le pronostic du cancer via le fait que ce pronostic est un peu plus influencé par l'adhésion aux traitements oraux du cancer. Néanmoins, et ça c'est une étude qu'on a publiée récemment, cette question spécifique n'a jamais, à notre connaissance, été véritablement bien testée. C'est-à-dire on n'a jamais vérifié si c'était par le fait d'une moins bonne observance que la dépression pouvait avoir un impact sur la santé cardiovasculaire. On a essayé de le tester un peu indirectement, avec le raisonnement suivant. On s'est dit, si une partie de l'impact de la dépression sur la santé physique s'explique par la moindre observance de traitement préventif, par exemple, cet impact doit être encore plus important chez les personnes qui devraient prendre un tel traitement préventif. Et c'est pas du tout ce qu'on a observé. Par exemple, on a regardé si la présence d'une hypertension, d'un diabète ou d'une dyslipidémie était associée à une augmentation de l'impact de la dépression sur le risque cardiovasculaire, et c'est pas du tout le cas. Dans les analyses ajustées, l'impact ou l'association de cette dépression avec le risque cardiovasculaire est équivalent qu'il n'y ait aucun autre facteur de risque accessible à un traitement médicamenteux, 1, 2 ou 3. On n'a pas d'argument là pour penser que le défaut d'observance est un médiateur crédible de cette association. Et on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée qu'on peut aussi rechercher des facteurs ou des mécanismes physiopathologiques indépendants des facteurs de risque classiques cardiovasculaires.
La balance sympatho-vagale, je vous ai dit un peu ce que l'on pouvait en penser dans le cas de la dépression. Alors quand on regarde juste les chiffres, on constate qu'il y a un certain nombre d'indicateurs de cette balance sympatho-vagale. Le plus simple, c'est si vous prenez votre pouls, là, vous allez voir qu'il ralentit en période d'expiration, puis qu'il augmente en période d'inspiration, évidemment. Plus cette variation est importante, plus votre balance sympatho-vagale est correcte. Puis quand elle diminue, c'est moins le cas. Mais vous avez vu que le rôle des antidépresseurs, en l'occurrence dans cette association, pouvait être important. Dans le cas de l'inflammation, alors bon, ça c'est une des dernières méta-analyses dans le domaine, si on réduit ce tableau, qui montre qu'il y a beaucoup d'études désormais dans ce domaine-là, si on réduit ce tableau uniquement aux résultats significatifs non attribuables à un biais de publication, il reste quand même toute une ribambelle de marqueurs qui suggèrent que la dépression, ou au moins une partie substantielle des personnes atteintes de dépression, ont des niveaux d'inflammation périphérique tels qu'ils peuvent exposer un surrisque cardiovasculaire. Je voudrais terminer cette présentation en abordant d'autres types de mécanismes qui me semblent importants parce qu'ils sont accessibles à des mesures correctrices immédiates et qui me touchent plus particulièrement personnellement, moi et les gens qui travaillent avec nous. Et je repère dans cette salle plusieurs personnes qui ont travaillé dans cette équipe également. C'est celui de la perte de chance ou de la question des soins éventuellement suboptimaux. Perte de chance, c'est une signification en droit civil, mais ça, c'est pas ce qui m'intéresse ici. La question qui m'intéresse ici, c'est de savoir dans quelle mesure les personnes qui ont des troubles mentaux ont des soins qui sont en deçà des standards de gens qui n'ont pas de troubles mentaux. Donc on va essayer de... J'entends déjà, c'est sûr, maintenant, ne déflorez pas le sujet. Bon, c'est sûr. Oui, c'est sûr, mais la question, c'est l'ampleur du problème et à quel niveau ça se situe. Alors, c'est un problème d'une grande ampleur et à tous les niveaux. J'ai essayé de décliner rapidement l'utilisation du système de santé d'abord, puis le diagnostic, le dépistage peut-être entre les deux, le traitement et la surveillance. L'utilisation du système de santé, les études sont en général de ce type-là. C'est une étude Princeps très importante dans une population nord-américaine mais ayant le même niveau de couverture sociale. Et on constate que les troubles mentaux sont associés, en tout cas les troubles mentaux les plus sévères, à un recours diminué à la médecine générale. C'est significatif, mais peut-être pas cliniquement au niveau de la dépression majeure. Et puis on voit des choses un peu... À l'époque, il y avait encore la dépression mineure. On voit que là, au contraire, la dépression mineure est associée à une surutilisation de la médecine générale. Est-ce que pour autant les patients se voient plus facilement diagnostiquer leurs troubles somatiques selon vous? Est-ce que vous savez déjà la réponse? Non. Alors il y a des travaux qui le montrent et il y a ce travail que je cite souvent parce que je le trouve intéressant en termes de psychologie médicale. C'est juste un travail qui porte sur les heuristiques, les raccourcis qu'on utilise pour notre jugement quand on est médecin ou professionnel de santé. Il s'agissait ici de proposer des cas cliniques sous couvert d'une formation ou de l'évaluation d'une formation médicale continue à une population de médecins généralistes. Alors les pauvres, c'est souvent eux qui servent de cobayes dans ce genre d'études. Mais je pense que les résultats auraient été les mêmes dans d'autres spécialités. Et ces médecins ne le savent pas, mais ils sont randomisés en deux groupes, puisque les cas cliniques qui vont se voir, sur lesquels ils vont plancher, diffèrent par la présence ou non de la mention d'un antécédent de dépression. Et donc il y a un scénario qui doit faire évoquer, par exemple, une hémorragie méningée ou un anévrisme aortique rompu. Et la moitié des médecins, on a rajouté qu'il y a un antécédent de dépression. Et en fait, la simple mention de cet antécédent de dépression est associée, alors c'est une simulation ici, mais est associée à une diminution de la probabilité a priori d'évoquer le diagnostic à évoquer en priorité, et à une diminution de la probabilité a priori de prescrire les examens qui permettraient de conforter ce diagnostic. Ce qui suggère que même si certaines formes de dépression sont associées à une surfréquentation de la médecine générale, ce n'est pas forcément au profit du dépistage des affections somatiques comorbides. Est-ce que ça peut aboutir à un retard au diagnostic? Alors le lien entre le premier élément et le second n'est pas certain, mais en tout cas il existe des preuves répétées que les personnes qui ont des troubles mentaux se voient diagnostiquer leurs affections non psychiatriques comorbides à un stade plus tardif. Je vais prendre là l'exemple du cancer avec une étude japonaise. Il y en a d'autres, encore une fois, ce ne sont que des exemples que je prends. Vous avez ici donc une étude cas témoin. Toutes ces personnes ont un cancer digestif. 2500 ont une pathologie schizophrénique. Et puis le groupe contrôle, 1 pour 4, 10 000 personnes n'ont pas de pathologie schizophrénique. Première étape de cette étude, on constate qu'en cas de pathologie schizophrénique, le stade du cancer au moment du début de la prise en charge est nettement plus avancé.
Or, c'est un déterminant majeur du pronostic. Je reviens sur l'idée que cette espérance de vie, cette différence d'espérance de vie s'accroît. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de pathologies cancéreuses qui ont bénéficié beaucoup de progrès médicaux ces dernières années, mais c'est surtout le cas de pathologies dépistées à un stade ou diagnostiquées à un stade précoce. Et quand le diagnostic est à un stade tardif, la possibilité de bénéficier de ces avances médicaux et techniques est plus limitée. La probabilité d'être diagnostiqué à un stade tardif était quasiment doublée en cas de présence d'un syndrome schizophrénique, d'une pathologie schizophrénique, en ayant ajusté sur un certain nombre de facteurs confondants possibles, sociaux et médicaux. Ce qui peut expliquer ce retard diagnostique aussi, peut-être le fait qu'il a longtemps traîné dans la littérature épidémiologique que la schizophrénie non seulement n'était pas forcément associée à un surrisque de cancer, mais pourrait même protéger du cancer. Et c'est vrai que quand on regarde les études qui ont été publiées dans les années 90, certaines d'entre elles, pour certains types de cancers, suggéraient une association négative entre schizophrénie et risque de cancer. Alors, cette méta-analyse, elle a classé, comme c'est parfois le cas, des études avec un ordre chronologique, ce qui permet d'extrapoler un peu cette courbe. Et on voit qu'au fil du temps, la schizophrénie devient de plus en plus associée à la mortalité cancéreuse. Ce qu'on peut supposer, c'est qu'il y a 30 ans, on mourait d'une hémoptysie massive ou d'une occlusion intestinale, que 30 ans après, on meurt des complications d'un cancer du poumon, des complications d'un cancer digestif. Et que le fait de ne pas avoir fait le diagnostic était à la fois associé à une méconnaissance de cette association et à une surmortalité. Par exemple, dans le cas de la dépression, c'est encore plus clair, la dépression n'est pas un facteur de risque de cancer, en revanche, c'est un facteur de risque de mortalité par cancer. Et l'explication la plus plausible, c'est que quand le diagnostic est fait, il est fait de façon plus tardive chez les patients atteints de dépression. Ensuite, quand bien même le diagnostic est fait, est-ce que le traitement est optimal? Là, je vais prendre l'exemple de maladie cardiovasculaire. L'étude Princeps et puis la méta-analyse juste après. L'étude Princeps, c'est une étude de Benjamin Druss qui s'est beaucoup intéressé à ces questions et qui a fait quelque chose d'assez simple, enfin lourd mais simple, puisqu'il s'agissait de catégoriser des patients ayant fait un premier syndrome coronarien aigu, un peu plus de 88 000 patients, et de regarder s'ils avaient eu un certain nombre d'indicateurs de qualité à la sortie de l'unité de soins intensifs. Les patients pour lesquels ces indicateurs de qualité avaient une indication idéale, on voyait déjà une association significative entre la morbidité, la comorbidité psychiatrique et le fait d'avoir eu accès à une technique de reperfusion, à l'époque, pontage ou fibrinolyse. Et puis quand il s'agissait de patients dans lesquels l'indication pouvait être non idéale, alors là, tous les indicateurs de qualité à l'époque étaient significativement diminués en cas de comorbidité psychiatrique. Et cette étude a marqué les esprits parce qu'elle est allée un petit peu plus loin. Elle a ensuite considéré la mortalité à 12 mois après ce premier infarctus du myocarde, observé une surmortalité chez les personnes ayant une schizophrénie ou un trouble de l'humeur, et ensuite, avec une analyse de médiation, estimé que 30 à 50% de cette surmortalité était attribuable au fait qu'on n'avait pas initialement prescrit les indicateurs, le traitement ad hoc, ou que ces patients n'avaient pas bénéficié de la reperfusion, qui est le principal élément pronostique. Depuis, il y a des méta-analyses sur le sujet. Ça, c'est tout troubles mentaux confondus. La probabilité de bénéficier d'une technique de reperfusion à la phase aiguë d'un syndrome coronarien, ce qui peut donc faire la différence entre un syndrome coronarien et un infarctus du myocarde, et un infarctus du myocarde et une insuffisance cardiaque ou un décès. Il y a déjà une diminution significative, même si elle s'éloigne assez peu de 1. Si on se limite au seul trouble schizophrénique, la probabilité est divisée par 2. C'est-à-dire que quand vous avez une pathologie schizophrénique, eh bien, la probabilité de bénéficier d'une technique de reperfusion, ici ce serait plus l'angioplastie, à la phase aiguë de ce syndrome coronarien, est divisée par 2. Évidemment, il y a plein de facteurs qui concourent au pronostic, on en a listé plusieurs. Enfin, si on ne fait pas une angioplastie à la phase aiguë du syndrome coronarien, ça va quand même beaucoup moins bien se passer. Dans le champ du cancer, on a également les mêmes données, puisque le recours à des techniques chirurgicales optimales est moins fréquent, et ceci même si on ajuste sur le stade, c'est-à-dire à stade équivalent, le traitement n'est pas le traitement optimal, et même à traitement équivalent, la mortalité est plus importante. Dernier point, la surveillance, je vais aller vite, j'ai pris ici l'exemple du diabète. Si on prend plusieurs indicateurs de qualité de cette surveillance et qu'on voit qu'on reprend les dossiers des patients
en fonction de leur comorbidité psychiatrique. On constate dans le cas de la schizophrénie que tous ces indicateurs sont dans le rouge. Les indicateurs de qualité du suivi du diabète sont tous de qualité plus médiocre. Plus exactement, leur surveillance est de qualité plus médiocre en cas de comorbidité schizophrénie. Les mécanismes de cette perte de chance sont multiples. Il y en a certains qu'on peut attribuer, enfin classiquement c'est ce que vous trouverez dans la littérature, c'est 3 grands domaines. Les facteurs liés aux patients, à leurs troubles, soit la reconnaissance des troubles, soit l'attribution des symptômes s'ils sont perçus à une maladie ou à un risque de maladie qui justifierait de recourir au système de santé, soit des difficultés pour recourir au système de santé du fait du handicap psychique ou du fait des troubles cognitifs associés. Bien sûr, il y a des facteurs liés aux soignants, avec la hiérarchisation des objectifs, chacun voit midi à sa porte. Les jugements un peu hâtifs que l'on peut avoir, ou les heuristiques qu'on utilise pour faire des diagnostics, qui fait qu'un patient qui a une schizophrénie qui est désorganisé, même s'il est bien stabilisé, quand il se présente aux urgences pour un syndrome coronarien aigu, il l'exprime sans doute pas de la même façon qu'un patient qui n'a pas de trouble schizophrénique. Les représentations et la stigmatisation associée aux troubles mentaux, qui font qu'on peut éventuellement passer à côté du diagnostic, et les contre-attitudes négatives que ça suscite. Et puis, il faut bien le dire, des facteurs liés au système de santé et un cloisonnement très persistant des soins, parfois géographiques, comme c'est encore souvent le cas, entre les soins somatiques et les soins psychiatriques. Cloisonnement aussi de la recherche. Souvent, les maladies physiques sévères sont des facteurs d'exclusion pour un essai thérapeutique en psychiatrie, et réciproquement, les essais thérapeutiques en cancérologie excluent régulièrement les personnes ayant des troubles mentaux sévères. Donc on ne dispose pas de données probantes pour aller contre ces idées reçues. Quelles sont les solutions ? Je vous ai mis certaines références, puisque plein de papiers portent sur ces solutions potentielles. Une solution avec laquelle en tout cas un élément de solution avec lequel on est très familier désormais, c'est le dépistage précoce des facteurs de risque. Bien avant l'HAS, il y avait l'ANSM en cas de prescription d'antipsychotiques qui avait émis des recommandations. Donc, je crois que désormais on est tous très au courant de ça et on essaye de le faire le mieux qu'on peut, de dépister rapidement les facteurs de risque, en particulier les facteurs de risque cardio-métaboliques, chez les patients suivis en psychiatrie. Néanmoins, ça peut paraître étonnant pour des recommandations, le dépistage précoce des facteurs de risque, ça n'a pas démontré d'influence sur la mortalité, même en population générale. Donc c'est quand même curieux, c'est pas très evidence-based en fait. Dans la population générale, le dépistage de l'hypertension et du diabète, ça n'augmente pas, ça n'améliore pas la mortalité. Il faut aller nécessairement plus loin que ça, bien sûr il faut le faire, mais sans doute ça suffit pas. Premièrement, il faut s'assurer qu'une fois qu'on a dépisté, ça paraît trivial, mais c'est un point très important. Une fois qu'on a dépisté le facteur de risque, qu'est-ce que l'on fait ? Et par exemple, les recommandations HAS s'arrêtent souvent au dépistage. Celles du NICE, par exemple, vont jusqu'à qu'est-ce qu'il faut prescrire en cas de découverte de telle ou telle anomalie. La lutte contre le tabagisme, si on devait prioriser une chose, c'est celle-ci. On sait qu'il y a encore beaucoup d'inertie. Il y a de l'inertie du côté des patients, évidemment, mais il y a de l'inertie aussi du côté des soignants pour mettre en place cette action, y compris pour recourir à des moyens chimiothérapeutiques dans le cadre de la lutte contre le tabagisme, qui ne sont pas contre-indiqués et qui ont un intérêt équivalent dans cette population. L'accès aux soins primaires, donc là, évidemment, vous avez dépisté des facteurs de risque, mais encore faut-il que le patient puisse recevoir les soins ad hoc, et on sait qu'il y a un travail de réseau qui est à faire avec la médecine générale et qui pêche encore beaucoup, en tout cas en France. La promotion de nouveaux intervenants, il y a plusieurs éléments de preuve désormais qui suggèrent que quand il s'agit par exemple du dépistage précoce des facteurs de risque, c'est souvent mieux fait de façon plus systématique quand on la confie à des soignants ou à un infirmier de coordination dont c'est le rôle, qu'aux médecins référents de tel ou tel patient. Case manager ou les nouveaux métiers qui s'apparentent au case manager, mais s'il n'y a pas de définition consensuelle, ont aussi, du fait de leur prise en charge, d'une vocation à une prise en charge globale, un rôle à jouer et ont pu montrer dans certaines études qu'ils avaient un rôle favorable dans la prise en compte de la santé physique. Les pairs aidants également, on a pu montrer que l'intervention de pairs aidants était associée aussi à une meilleure prise en compte de la santé physique. La prévention primaire semble très importante, et au-delà de la prévention primaire, j'ai peut-être mal écrit cette diapo, l'intégration de données très simples sur la santé mentale, par exemple, dans ce que peuvent recevoir comme éducation les enfants à l'école. Moi, j'ai des enfants qui arrivent au collège,
Dans tout leur primaire, on ne leur a pas parlé de santé mentale, et je crains que mon aîné traverse le collège sans qu'on lui parle de santé mentale non plus. Enfin, à la maison, il y a un petit peu de... La lutte contre la stigmatisation, ça dépasse de loin notre communauté, évidemment. Ceci dit, on peut commencer par soi-même et arrêter de parler des schizophrènes, des bipolaires ou des psychotiques, c'est déjà pas mal. Nos collègues ont arrêté de parler des cancéreux ou des sidéens, donc faisons autant. Mais évidemment, ça dépasse de loin notre cercle. Et puis le dernier point, et je terminerai par ça, et vous avez compris que ça me tient à cœur, je pense que la psychiatrie de liaison a aussi un rôle à jouer dans cette dimension de soins somatiques en santé mentale. Quand on voit que quand un patient est bien dépisté, bien diagnostiqué, qu'il est bien dirigé, il peut encore se voir administrer des soins qui sont en dessous des standards, voire des soins qui ne sont pas efficaces. On peut se dire que c'est au niveau parfois des soins spécialisés, souvent des soins spécialisés programmés, que les barrières doivent être franchies. Je vous ai dit en introduction que les préoccupations des psychiatres de liaison, il y en a dans cette pièce, c'était bien sûr la santé mentale, mais c'est aussi la santé physique. Et vous voyez ici, c'est un sondage au niveau européen sur une centaine de psychiatres de liaison qui regardaient à quelle fréquence ces psychiatres de liaison avaient une préoccupation pour la santé physique de leurs patients. J'en ai mis en gras que 3. Avez-vous déjà été préoccupé par la qualité des soins somatiques délivrés aux patients ayant des troubles psychiques à l'hôpital général? Oui, 99%. À quelle fréquence? Au moins une fois par semaine, 45%. Il y a une petite coquille une fois par mois, à peu près pareil, donc 90% en tout. À quelle fréquence vous demande-t-on un transfert en psychiatrie incompatible avec les soins somatiques nécessaires? Là aussi, c'est 50% au moins une fois par semaine, 40% au moins une fois par mois. Donc c'est constant, c'est une préoccupation constante. Une modalité d'intervention serait précisément de favoriser les liens entre les équipes qui s'occupent des soins somatiques à l'hôpital psychiatrique et les équipes qui s'occupent de psychiatrie de liaison à l'hôpital général. Et ça, c'est pas encore assez coordonné. Donc on a proposé à l'occasion un des milliers de projets déposés à l'appel à projet innovation organisationnelle récemment, projet Stigma, en collaboration avec les collègues du pôle somatique du 15e arrondissement de Paris, un projet qui vise précisément à sortir de la psychiatrie de liaison réactive, d'urgence, etc., et permettre l'accompagnement très proactif des patients ayant besoin d'un bilan cardiovasculaire programmé, de séances de radiothérapie, enfin bref, de ce dont ils ont besoin du fait de leur santé physique. Et ça passe par beaucoup de choses que je ne vais pas détailler, je m'arrêterai juste sur un point, qui est la participation aux réunions de concertation pluridisciplinaire. On y consacre beaucoup d'énergie dans l'équipe. C'est pas très valorisé par nos chiffres d'activité, parce qu'en gros, ça signifie être à une réunion. Des fois, dans cette réunion, pendant 1 heure, on ne parle pas. Mais on est là. Des fois, notre seule présence, c'est un rôle d'avocat du patient qui a des troubles mentaux. Puis des fois, quand on tend la parole, alors qu'est-ce que t'en penses? On dit des choses très sophistiquées du genre, bah, s'il n'avait pas une schizophrénie, qu'est-ce que tu proposerais? Et des fois, ça suffit. Ah ouais, mais des fois, ça suffit. Un dernier point. Si vous avez des difficultés à faire financer vos dispositifs de psychiatrie de liaison, la psychiatrie de liaison, c'est utile et c'est rentable. Ça a été montré, démontré, donc vous avez des chiffres. Et on est assez fiers d'avoir publié tout récemment dans le British Journal of Psychiatry les résultats de cette étude de cohorte. 4500 patients vus pour la première fois à l'hôpital Pompidou sur 9 ans. Plus l'intervention du psychiatre de liaison est précoce, plus la durée de séjour est brève. Bien sûr en tenant compte de la relation inverse qui est évidente, ce qui suggère qu'on peut être à la fois efficace auprès des patients et peut-être efficient en termes médico-économiques. C'est la dernière diapo de publicité. Un ouvrage que j'ai eu l'honneur de coordonner avec beaucoup de collègues. C'est un ouvrage francophone de psychiatrie de liaison et dans les chapitres sont abordés beaucoup de points dont on a parlé aujourd'hui. Merci pour votre attention. La conclusion reprend ce que je vous ai dit. Ça nous laisse un peu de temps pour les questions.